Nous allons nous intéresser aux meilleurs communicants. Là aussi, vous verrez qu'il y a une société qui n'est pas banale. Là aussi, je me répète, je le disais, des femmes, des hommes, des entreprises, mais aussi des produits et aussi des communications. Souvenez-vous, en début de cérémonie, aujourd'hui, la communication est le nerf de la guerre, y compris lorsque l'on veut exporter. Pour remettre ce prix de la meilleure communication à l'export, je me tourne vers l'entreprise DSV avec David Portier. Venez me rejoindre, David. Voilà, bonsoir. Vous êtes le directeur France de chez DSV Road. Un petit mot sur DSV Road. On vous voit bien là, en tant que, évidemment en tant que partenaire. Un petit mot, spécialisation sur l'air. Alors, sur DSV, la mer. donc société danoise, Oui. créée en 1976, Oui. présent sur les 5 continents. 45 000 personnes dans le monde, réseau intégré, et 12 milliards de chiffre d'affaires. Et donc, on couvre les différents métiers du transport et de la logistique, que sont l'RNC, le road, donc transport routier national et international, et également solutions, donc toute la partie logistique, entreposage et solutions logistiques dédiées. Alors, air, mer, route, solutions. J'ai vu d'ailleurs, vous avez un nouveau siège social en France, je crois, non ? Alors, il est quasiment fini. C'est ça. On l'inaugure très prochainement à Gennevilliers. Donc, ce sera le vaisseau amiral du groupe en France, avec donc à la fois le siège de DSV France et également l'agence Île-de-France pour nos activités road. Eh bien, vous êtes un excellent communicant, d'où le fait de vous avoir fait monter ici pour remettre le prix du meilleur communicant à l'export, en quelque sorte. Nous allons détailler avec le lauréat quelle est sa stratégie de communiquer à l'exportation. Nous allons donc récompenser l'entreprise, le slip français et son dynamique président, Guillaume Gibaud. Guillaume Gibaud, bonsoir monsieur. Bonsoir, ravi de faire votre connaissance pour une entreprise dont on entend beaucoup parler. Je sais que vous êtes souvent récompensé aujourd'hui parce que vous arrivez à produire donc, des sous-vêtements, des slips, mais pas seulement, toute une gamme qui est 100% faite en France. Vous nous le confirmez. Parce que souvent, il y a des entreprises françaises, vous savez, c'est conçu, c'est designé, mais ce n'est pas forcément fait en France. Vous êtes aujourd'hui dans une logique 100% fabriquée en France dans le textile. Exactement. Bonsoir à tous. Je suis ravi de recevoir ce prix. Effectivement, on fabrique tous nos produits en France et on va en vendre 300 000 cette année. Donc c'est pas rien. On est en train de devenir un des premiers fabricants textiles en France pour se rendre compte quand même qu'il y a un vrai sujet sur la fabrication textile. On est aujourd'hui 57 personnes. On va faire, j'espère, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires et 70% sur Internet. L'idée, c'est de fabriquer en France, donc 3 fois plus cher que si on fabriquait ailleurs dans le monde, mais de vendre par contre directement sur notre site web. Et on est récompensé aujourd'hui, je crois, pour une campagne justement digitale qu'on a tenté aux États-Unis sur Kickstarter. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Kickstarter, qui est une plateforme de crowdfunding, donc justement ce financement participatif dont on entend pas mal parler. On a une idée un peu décalée. On a imaginé un mannequin en plastique qu'il fallait emmener des France jusqu'aux États-Unis parce qu'il était évidemment tombé amoureux d'un beau mannequin en plastique américain. Il s'appelle Léo, elle s'appelait Cheryl, une histoire d'amour improbable de deux mannequins en plastique. Et il fallait que les gens participent sur la plateforme sur Kickstarter pour emmener le mannequin en plastique français rejoindre son amour aux États-Unis et vivre le grand amour. Et on a collecté 45 000 $ quand même sur cette plateforme avec cette belle histoire. Donc c'était quand même un bon coup de pub en France et évidemment aux États-Unis pour démarrer. Est-ce que c'est facile de communiquer sur du Made in France dans un secteur qui est aujourd'hui sinistré, mais vous êtes en train de remonter la pente, comme le textile? Comment on fait pour à l'international arriver à défendre du textile 100% fait en France? La marque France a un attrait formidable. Hein. Je pense que tout le monde le connaît ici, mais on fait rêver partout dans le monde. On ne s'en rend pas forcément compte. Ici, on fume des cigarettes et on n'est jamais content, mais en vrai, la France a quand même un attrait formidable à l'étranger, donc il faut en jouer. Et le Made in France, l'artisanat, le savoir-faire, c'est quelque chose que les gens recherchent, les Américains, les Japonais, les Coréens, c'est vraiment quelque chose qui valorise beaucoup. Donc à nous de bien le raconter, de le moderniser, parce que l'idée, c'est de pas non plus rester dans un modèle qui serait celui des années 50, donc on ne ferait pas évoluer. Donc l'idée, c'est de le jouer sur Facebook, sur Instagram, et de réinventer ça avec les outils d'aujourd'hui pour arriver à faire le lien. Et je pense inventer un nouveau modèle de production, parce que je pense que c'est l'air du temps, comme dans le bio, dans l'alimentation, dans le textile, les gens se posent de plus en plus la question où sont fabriqués les produits et pourquoi. Et la vraie question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on peut acheter un t-shirt à 5 € chez H&M? Parce qu'il a été acheté 20 centimes à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est une parfois question dans des conditions en plus pas toujours reluisantes. Alors,
vous citiez une marque, mais il y en a d'autres bien évidemment, mais on ne va pas faire leur procès ce soir. Ça veut dire que vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux. Et comment vous communiquez sur le Japon ou sur les États-Unis avec une touche Frenchy où vous essayez de rester quand même dans quelque chose qui est perceptible par chacun de ces pays sur Internet? Ouais, effectivement, c'est tout l'enjeu. Alors là, on a fait un premier coup aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est difficile d'arriver à adapter ce savoir-faire français, cette image qui est peut-être un peu déjà vu, je dirais, et arriver à amener de la modernité là-dedans et l'adapter à chaque pays. Donc ça va être l'enjeu pour nous pour la suite. Aujourd'hui, on grandit vite, mais on fait seulement 15% de notre chiffre à l'export. Donc ça ouvre la voie, en tout cas, à une manière de faire plus qu'un vrai encore succès commercial, même si c'est déjà 1 million, 1,5 million d'euros pour nous cette année à l'export. Mais c'est vrai que ça montre la façon dont on veut faire la suite. Mais alors, 10-15%, là on voit 10, vous nous dites 15, donc quand même en progression, mais enfin effectivement, ça reste encore secondaire. Mais il va falloir un peu changer de braquet, si je puis dire. Si vous voulez vraiment arriver à 30, 40, 50 à l'exportation, il va falloir peut-être des magasins, il va falloir une présence, tout ça coûte très très cher et pas facile de faire des marges quand on est dans le textile en Made in France. Oui, bien sûr. Nous, la priorité pour l'instant, c'était vraiment d'arriver à prouver le modèle, d'arriver à prouver que oui, on arrive à fabriquer tout en France et être rentable. Donc cette année, je vous le disais, on va faire 13 millions d'euros et on arrive à être rentable après 2 levées de fonds. Sur la base de ce modèle qui fonctionne, l'idée c'est d'aller sûrement soit repartir sur une levée de fonds ou d'aller s'associer avec un partenaire qui pourrait être, pour citer des noms, mais à qui j'en ai pas encore parlé, mais des gens comme Lacoste, voilà, des gens qui ont une présence importante à l'étranger pour aller pouvoir se projeter et aller chercher des marchés avec des moyens, parce qu'évidemment l'export ça coûte cher et c'est vrai que le premier conseil que beaucoup d'entrepreneurs me donnent, c'est qu'il faut y aller quand on est armé, quand on a une équipe, des ressources et là on a testé et je pense que c'est ça le prix qu'on en remet aujourd'hui, c'est une initiative qui teste un peu moderne et décalée et c'est ça qui est sympa, c'est de se dire qu'on peut dupliquer avec plus de moyens et se donner encore plus d'ambition pour la suite. Et alors, les marchés que vous ciblez prioritairement, donc vous avez cité les États-Unis. Quels sont-ils à part les États-Unis? Le Japon et la Corée. Le Japon, c'est assez dingue. Sans avoir jamais rien fait, on a des Japonais qui viennent nous voir et distribuent nos produits dans les grands magasins. Donc il y a vraiment une appétence des Japonais et des Coréens sur les produits français. Et les pays émergents, le Brésil, la Russie, l'Inde, ne pas les oublier, la Chine, parce que on n'a pas bien sûr. la Je Chine. discutais hier avec les gens de Cache Cache, de Beaumanoir. C'est une formidable réussite en Asie pour ceux qui connaissent un peu cette boîte-là. Donc je pense qu'il y a plein d'opportunités. Après, je pense qu'il faut y aller pays par pays, avoir une stratégie vraiment dédiée et se construire de façon très entrepreneur, c'est-à-dire construire pas à pas les choses qui marchent. Bon, très bien. Venez donc parmi nous avec David qui va vous remettre ce prix. David, voilà donc le prix donc, de la part de DSV, les photos DSV et le slip français pour l'éternité. Merci. Non, ça va aller, merci. Ça va aller. Non, ça va aller, merci. Alors, qu'est-ce que vous lui avez offert? Une casquette? Il m'a dit qu'il y avait un slip à l'intérieur, mais je une ne le montre pas casquette, tout de suite. d'accord. Mais vous faites des casquettes, vous, ou pas? On va en parler du coup. Voilà, ils vont en parler. Merci à tous les deux donc, pour ce prix de la meilleure communication à l'export. On les applaudit de nouveau, effectivement. Je pense qu'ils le méritent.